Voilà, donc je suis le docteur Lévesque, responsable des structures de la douleur du CH Cambrai, du Keto, et on a également une annexe sur Caudry. Donc je dois faire de la douleur depuis 87-88. Donc une solide expérience, et puis par ailleurs je suis diplômé aussi de soins PAL et j'ai créé l'équipe mobile de soins PAL à Cambrai en 2003. Donc voilà, donc un univers dans la douleur et l'accompagnement de fin de vie que je connais quand même assez bien. Voilà, donc on a quelques cours à voir ce matin. Alors, si Camille ne m'a pas fait défaut, ouais, c'est bon. Oh, super, merci Camille, merci beaucoup. Voilà, donc on va commencer par les généralités au niveau de la personne âgée et de la prise en charge de la douleur. Tout de suite, ils auront le topo complètement, Léa? Oui. Donc j'ai coutume de dire quand je fais cours, c'est la programmation neurolinguistique. On a les visuels auditifs, on a les visuels kinétiques et on a les kinétiques auditifs. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter et d'écrire, il y a des gens qui regardent et entendent, et puis il y a des gens qui regardent et qui écrivent. Donc ne vous précipitez pas forcément sur tous vos crayons parce que j'irai assez vite dans mes propos. Par contre, vous aurez le topo complet en fin de journée. Alors la prévalence et la complexité de la douleur augmentent chez la personne âgée. Elle affecte donc de nombreux aspects de la vie quotidienne, tant au niveau individuel que sociétal. La douleur reste toujours sous-détectée, sous-évaluée et donc sous-traitée. Les freins doivent être identifiés et des actions implémentées. Les défis sont encore plus grands chez les personnes âgées, les plus vulnérables, atteintes donc de troubles neurocognitifs et de difficultés de communication. Une prise de conscience existe toutefois chez les soignants et dans la communauté médicale de la nécessité d'avoir un réflexe douleur à rechercher systématiquement sa présence chez tout patient. Je vous gêne peut-être, je suis peut-être... Non, ça va? C'est bon? Alors, cette prise de conscience a pour but donc de prévenir la chronicisation de la douleur, de l'évaluer correctement avec des outils validés et d'optimiser individuellement la prise en charge de la douleur. Cependant, hormis les moments de douleur intense, les personnes âgées sollicitent très peu les soignants et craignent les médicaments qu'ils rendraient passives. En effet, bien que ce signe certain de l'âge, la douleur est avant tout ressentie comme preuve de vie. Être en capacité d'y résister atteste d'une vitalité active. Aussi, les médecins éprouvent des difficultés à interpréter ce silence et à évaluer l'intensité de la douleur. La récurrence dans le discours des patients et des soignants du poncif douleur de l'âge marque les failles dans la considération et le traitement de la douleur. Tout ça pour vous dire que pendant des années, on a considéré que la personne âgée qui vieillit, son système nerveux vieillit, son système d'acceptation de la douleur vieillit. Tout faux. Tout faux. Il n'y a rien de changé. On peut avoir 90 ans, avoir aussi mal que quelqu'un de 20 ans. Et on peut faire le parallèle par rapport à la pédiatrie, la naissance. Nous avons absolument les mêmes caractéristiques chez le nourrisson, chez l'enfant, que chez la personne âgée. Je rappelle vite fait, parce que le cours n'est pas sur la pédiatrie aujourd'hui, qu'avant 4 ans, très difficile d'analyser une douleur chez l'enfant, tout simplement parce qu'il n'a pas le vocabulaire nécessaire. En outre, il y a souvent donc des divergences d'appréciation du phénomène douloureux entre médecins, infirmiers, aides-soignants, ces derniers étant, par leur pratique, plus proches des patients. Les personnes âgées ont tendance à banaliser la douleur. Elles préfèrent avoir recours à des antalgiques de base, évitant parfois certaines médications par crainte d'effets secondaires gênants. Le plus important pour elles est de garder une part d'autonomie et de se maintenir à domicile. Exemple classique, pour avoir fait quand même 20 ans de médecine générale aussi auparavant, et là, quand on voit des personnes âgées en consultation de la douleur, finalement, on a beau avoir les bons traitements pour la personne âgée, si cette personne âgée vit toute seule chez elle, qu'elle a quand même les filles ou les garçons qui passent dans la semaine la voir pour savoir comment ça va, finalement, elle n'a pas trop intérêt à ce que sa douleur aille bien, soit bien soulagée, parce qu'il n'y aura plus de visite.
Combien de fois on fait aussi des certificats pour les infirmières libérales, pour la pose de neurostimulation, des choses là, pour dire d'avoir des passages. Le dépistage de la douleur chez la personne âgée doit être systématique à l'entrée en institution, quel que soit le motif d'entrée. Effectivement, pour la recherche de la douleur, nous n'avons pas de standard tel que nos formations universitaires nous enseignent. On sait très bien que pour une température, il y a le thermomètre. On sait très bien que pour la tension, il y a le tensiomètre. Et encore, c'est de moins en moins vrai maintenant. Tous les examens radiologiques sont proposés. Moi, je vois des jeunes internes à l'hôpital de Cambrai. Avec l'IA aujourd'hui, on n'examine plus les gens. J'ai une patiente, personne âgée, qui avait des douleurs abdominales. Donc, sachant que chez la personne âgée, douleur gastrique peut tout simplement simuler un infarctus du myocarde. Et ben, cette dame a dû se battre parce que le jeune interne disait non, mais sur mon portable, l'IA me dit que c'est pas possible que vous ayez tel signe. Donc, on part vers ça. C'est une catastrophe. Ici, quel que soit notre statut de soignant, et j'y ajoute les psychos, on fait appel à l'interrogatoire quand la personne âgée peut répondre, ce qu'on appelle les tests d'auto-évaluation. Sinon, les réactions et le comportement d'une personne âgée seront étudiés et notés, et là, on fait appel au test d'hétéro-évaluation. C'est pour cette raison qu'un arbre décisionnel a été élaboré il y a quelques années, afin de définir globalement les conduites à tenir. C'est pour cela que des échelles d'auto-évaluation et d'hétéro-évaluation ont été créées afin de dépister et d'évaluer la douleur de la personne âgée. En ce qui concerne les échelles d'auto-évaluation, nous nous servons essentiellement de l'EN, l'EVS et l'EVA qu'on a rajouté. On va détailler après. Pour les échelles d'hétéro-évaluation, nous utilisons surtout l'Algo+, qui est beaucoup plus pratique chez la personne âgée, le CPA et le Dolo+. La prise en charge thérapeutique. En ce qui concerne les prises en charge thérapeutiques, il existe des éléments importants à connaître dans la reconnaissance du type de douleur, plus que dans les traitements, en fonction de ces types de douleurs. Il existe en gros 4 catégories de douleurs. La douleur nociceptive, on la reverra après, c'est une douleur de type fracturaire, inflammatoire, qui va être surtout présente dans la journée, mais et surtout la nuit. Ce qui va la différencier considérablement de la douleur neuropathique, l'exemple type étant par exemple zona, où on a une lésion nerveuse. Normalement, si on a affaire à une douleur neuropathique pure, il n'y a pas de douleur la nuit. Ça, il faut absolument que vous le reteniez. Si vous avez une douleur neuropathique, mais que la personne est réveillée la nuit, c'est qu'en même temps, il y a une douleur mixte, c'est une douleur nociceptive. Donc les douleurs mixtes qu'on va retrouver dans le cancer, dans les artérites, dans plein de pathologies, et la douleur nociplastique, qui est une terminologie nouvelle depuis quelques années. En fait, c'est ce fouillis, je dirais, de tableaux douloureux, exemple fibromyalgie, exemple syndrome du côlon irritable, où on n'a pas encore réussi à démontrer le pourquoi du comment, et donc il faut bien qu'on prenne en charge les gens. Qu'on ne leur dise pas surtout, c'est dans votre tête, qu'on cherche un peu. Parce qu'on peut avoir des fibros, comme j'appelle, nous, on a un peu d'expérience maintenant, des fibromyalgies primitives, où les causes sont inconnues, de fibromyalgie secondaire à un cancer, secondaire à un rhumatisme inflammatoire, secondaire à d'autres choses. Alors, c'est pas pour autant, parce qu'on soigne la cause primaire, que la fibro va disparaître, mais il faut en tenir compte. En fonction de ces types de douleurs, différentes classes thérapeutiques médicamenteuses pourront être appliquées. En dehors des médicaments, d'autres techniques non médicamenteuses sont très utilisées et très performantes. Ça sera la fin de mon topo. Et là, vous êtes plus compétent que moi pour tout ce qui est technique non pharmacologique. Je listerai, mais je ne vais pas forcément m'y appesantir. Bien évidemment, ces techniques doivent être utilisées par des professionnels compétents afin d'apporter une vraie plus-value à la prise en charge de la douleur chez la personne âgée. Alors, ça c'est, je l'ai piqué au GH, l'os au bourdin, c'est cela, hein, Léa? Non, bah d'accord. Alors c'est Camille qui y est, voilà. Voilà, donc elles ont fait un super beau logigramme
de prise en charge de la douleur. Voilà. Alors moi, je serai plus classique avec l'échelle qu'on va vous présenter maintenant, le Mobical. Voilà, donc ça, voilà. Alors, par rapport au premier topo il y a un mois, j'ai apporté quelques modifications sur l'arbre Mobical, modifié, pour qu'il soit plus compréhensible, et qu'on puisse le mettre sur les diapos surtout. Alors, premièrement, on a une personne qui se plaint. À l'entrée, en EHPAD, la personne se plaint, on ne cherche pas à comprendre, il faut faire l'échelle d'évaluation, auto ou hétéro-évaluation si doute. La personne ne se plaint pas, on n'écoute pas, on fait deux principes, la recherche de la douleur. Alors, tout de suite, on va partir sur le diagnostic étiologique. On va rechercher des traitements spécifiques de la cause, médicamenteux. Ça peut être donc, dans le cadre du cancer, les post-radiothérapie, les post-chimiothérapie, etc. Et les causes chirurgicales ou d'autres causes encore. La réévaluation, donc on va poser, c'est ce qu'on demande aussi aux urgences, vous faites le diagnostic d'une prise en charge de la douleur, vous mettez un médicament, ça sera redit de toute manière, et on ne s'arrête pas là. On réévalue l'action du médicament quelques heures après, voir si on est bon ou si on n'est pas bon. Qu'après, des médecins, des urgences râlent après vous parce que vous avez fait ça, on s'en fiche. Le principal, c'est de prendre en charge le patient. La douleur est tolérée par la personne âgée, amélioration du sommeil. Moi, ce sont mes critères. Je ne veux plus de douleur nocturne. Parce que tant qu'on a mal la nuit, qu'on soit jeune ou moins jeune, quand on ne dort pas sa nuit, on ne peut pas être en forme dans la journée. À partir de là, tout est majoré. La douleur est non soulagée. On repart sur une réévaluation automatique. On s'est planté, on a été insuffisant dans sa prise en charge. Il faut recommencer. L'identification des mécanismes impliqués, donc on aura les douleurs psychogènes, les fameuses douleurs, ce qu'on appelle cinématériées en latin, donc sans cause évidente, sur un terrain psychopathologique, somatisation d'une souffrance, d'un mal-être, etc. Exemple, personne âgée qu'on a vu il y a quelques mois maintenant, douleur pelvienne, dame de 80 ans, douleur pelvienne depuis X années, elle a vu tout le monde, uro, gynéco, etc. On la voit en consultation avec une de nos deux infirmières. On aborde le viol dans l'enfance. Terminé. Diagnostic fait. La dame nous rappelle trois jours après en disant « J'ai plus besoin de vous consulter. Vous avez mis le doigt là où ça faisait mal. » Douleur neuropathique. Atteinte des mécanismes de régulation de la douleur par atteinte nerveuse périphérique. Zona, polynévrite diabétique, amputation ou centrale. C'est ce qui est beaucoup plus difficile à traiter, post-AVC, tumeur cérébrale, atteinte du thalamus, etc. Et là, on verra aussi le problème de la démence de type Alzheimer, parce que vous allez avoir l'hippocampe, vous allez avoir tout ça qui vont être pris en charge, et on aura un ressenti de douleur qui sera moins évident. Douleur nociceptive, destruction, compression, inflammation des tissus, escarres, brûlures, cancer, plaies, arthrite, arthrose. Tout ça, c'est la douleur immédiate. La douleur neuropathique est toujours une douleur retardée qui va arriver 15 jours, 3 semaines après la cause initiale. Les douleurs mixtes, c'est bien sûr l'association de plusieurs types, tumeur cérébrale et escarres, artérie des membres inférieurs chez un diabétique, etc., etc. Les douleurs nociceptives, douleurs liées à une altération de la nociception malgré l'absence d'évidence de lésions de tissu ou de menaces de lésions causant l'activation des récepteurs nociceptifs, fibromyalgie, syndrome dystrophique régional complexe, anciennement appelé algodystrophie ou algoneurodystrophie, syndrome du côlon irritable, syndrome de la douleur vésicale. Combien on voit de patients qui ont consulté des urologues et on ne s'en sort pas. Les traitements non médicamenteux, activité physique, hygiène de vie, relaxation, kinésie, plus ou moins en association. Les traitements médicamenteux adaptés aux mécanismes en cause, règle générale chez la personne âgée, toujours privilégier les molécules à demi-vie courte, à faible effet secondaire. La seule exception pour l'instant dans mon expérience, c'est le tramadol.
Parce que quand vous collez du tramadol à libération immédiate chez la personne âgée, c'est une chute pratiquement garantie dans les heures qui suivent. C'est la seule, pour l'instant, à ma connaissance, dans les médications. Donc je préfère mettre du tramadol LP d'emblée, plutôt que de l'immédiat. Et après, on met de l'immédiat pour contrôler la douleur. Voilà, c'est la seule indication pour moi aujourd'hui. Privilégier toujours la voie orale tant que possible. On ne traîne pas une douleur chronique, même si on est sur des opioïdes, par un patch de durogésique ou autre. Le patch, je rappelle, doit être utilisé quand la douleur est maîtrisée. On ne traite pas une douleur chronique en y mettant un patch d'emblée. Ça, on voit trop de choses aussi. Et donc le start low en go slow. La prise en charge essentiellement intéresse deux types de douleurs. Douleurs nociceptives, on va utiliser les paliers de l'OMS, donc les anti-inflammatoires antalgiques, les dérivés codéinés, tramadol, etc. Et enfin les opioïdes, classiques dans les paliers. Palier 1, c'est privilégier le paracétamol, posologie adaptée et précaution d'emploi. Palier 2, c'est privilégier le tramadol plus paracétamol ou la codéine paracétamol. Palier 3, les opiacés. Tout de suite, précision, 1er décembre, je l'ai dit il y a un mois, ça va être la grande révolution. Tout est sur ordonnance sécurisée. Codéine et tramadol. Et ça va être limité à 3 mois. Il faudra donc réévaluer la douleur après 3 mois. Donc ça pose des problèmes. La Société française de la douleur est en train de freiner au niveau du gouvernement pour retarder un petit peu ça, parce qu'il faut que les médecins généralistes et nous, les toubibs, on s'équipe en ordonnance sécurisée dans les hôpitaux pour mettre tout ça en place. Douleur neuropathique, antidépresseurs tricycliques à faible dose et plutôt en prise vespérale. Les IRS en deuxième intention. Les antiépileptiques, gabapentine, carbamazépine, les patchs. On va y revenir tout à l'heure. Le choix de la molécule, la dose sont à adapter en fonction de l'étiologie, des comorbidités, des médicaments associés, de l'âge, de l'état général. À ces traitements, il faut y associer des coanalgésiques, exemple les myorelaxants, anxiolytiques, corticoïdes, qu'on va associer au traitement antalgique princeps, pour dire de potentialiser les effets. En ce qui concerne les autres types de douleurs, il faut adapter les traitements en fonction des symptômes ressentis, tout en sachant que la douleur chronique est faite de facteurs multidimensionnels. Les principes généraux de la prise en charge de la douleur. La douleur concerne toujours la personne dans son unicité. On ne traite pas un patient en saucisson. On prend en charge globalement la patiente. Il faut différencier la douleur de la souffrance. La souffrance n'étant pas qu'une douleur physique, il y a tout l'aspect psychologique. Et ça, j'ai un diapo sur les soins palliatifs où en fait, on a la douleur et la souffrance avec tout ce qu'il y a comme ressenti à côté. Attention aux douleurs induites. Objectif de prise en charge est d'aboutir à un niveau de douleur toléré par le patient. Et nous, ce n'est pas nous qui devons nous faire plaisir. C'est d'écouter le patient en disant « je suis soulagé, je vais mieux ». Pensez à évaluer la douleur systématiquement dans les 48 heures après l'admission. Je sais que ce n'est pas simple, je sais que ça manque de personnel partout dans les EHPAD, mais si on peut, au moins dans les 48 heures, évaluer la douleur. Privilégier l'auto-évaluation si c'est impossible, non fiable ou discordant, pratiquer une hétéro-évaluation. L'auto-évaluation a un rôle actif du patient. On s'assure de la bonne compréhension de l'outil par ce patient. Et l'hétéro-évaluation, on a une bonne échelle qui est celle que l'équipe a choisie et pratique régulièrement. Il est hors de question pour moi que l'équipe du matin fasse une CPA ou un Dolo+, que l'équipe du soir fasse une autre échelle. Il faut qu'on soit cohérent. Après, en fonction de l'évolution de la douleur et de la pathologie, ça se discute en équipe, on peut tout à fait être autorisé à changer d'échelle. Mais ça doit être un consensus d'équipe. Et non pas individuel en disant « Oh ben moi j'ai l'habitude de faire ça, moi je… » Voilà. Je
peux vous dire, bon, je ne l'ai pas dit le mois dernier, mais j'étais à l'origine donc de la création des HAD de Douai, Beauvois et Dunkerque. Il faut voir entre les territoires. Le Dunkerquois, c'est extraordinaire. Ah, nous, ici, on ne fait pas comme ça, monsieur l'évêque. On ne fait pas du tout comme ça. Donc, incapable de mettre des projets en commun entre Dunkerque, Douai et Beauvois. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie comme ça. Toutes les échelles d'évaluation ont leurs limites. En cas de doute, le recours à un test thérapeutique doit être envisagé. Ne pas attendre pour traiter. Pas de traitement sans évaluation et réévaluation. Évaluer tous les effets des traitements médicamenteux et non médicamenteux. Les traitements doivent être raisonnés et adaptés. Traitement spécifique de la cause, traitement spécifique et adapté aux mécanismes de la douleur et à leurs particularités. Nociceptive, neuropathique, psychogène, mixte et ou nociplastique. Et ça, c'est un travail d'équipe. L'aide-soignante, les gens qui font du soin PAL le savent. Bon, moi, j'adorais être en équipe mobile parce qu'on partage. Certes, on est tout bib, on a toujours la décision, c'est toujours nous qui signons les choses. Mais si on ne partage pas, avec l'ensemble de l'équipe, on a tout faux. Alors, l'arbre décisionnel et le protocole, donc le GH-LH, sans Léa, hein, puisqu'elle n'est pas dans ce groupe-là. Je rappelle hein, quand même. Bon. Voilà, ok, ça marche. Bon, très beau logigramme, il n'y a pas de souci. Hein, donc, on reprend donc, les douleurs neuropathiques, nociceptives, oui, non, etc. Alors, les échelles d'évaluation de la douleur. Les échelles d'auto-évaluation. Alors, deux standards. Donc, je voulais me justifier auprès de Léa, c'est-à-dire que quand le ministère, en 2002-2003, a pondu le Mobical, ils avaient évalué qu'en fait, ce qui était le plus cohérent, le plus pratique, c'était l'échelle numérique et l'échelle verbale simple. Parce que nous, on utilise encore dans la pratique. Donc, l'échelle verbale simple, on a 0, pas de douleur, parce que c'est très difficile, mais avec l'échelle numérique, d'évaluer une douleur de 1 à 10, tous autant qu'on est ici. Enfin, je veux dire, devant une telle douleur, qu'est-ce que ça veut dire 6 sur 10 ou 7 sur 10? Là, j'ai encore vu il y a 3 jours 2 patients qui avaient un cancer. Alors, un monsieur a un cancer de prostate, on me l'envoie parce qu'il va passer sur le billard. Et je dirais que par expérience, dans tout ce qui est cancéro, les gens, je dirais, minorent toujours leur douleur. C'est extraordinaire. Par rapport à ce qu'ils ont subi ou ce qu'ils vont subir, la douleur finalement, bon. Et on leur dit, oui, mais attendez, vous avez une douleur quand même tous les jours, etc. Oh bah oui, docteur, je vais peut-être mettre 5 sur 10, alors qu'ils me mettaient 3 sur 10. Voilà. L'échelle verbale simple, donc c'est celle-là. L'échelle numérique, donc c'est de 1 à 10. Hein, donc ça a ses limites. Parce que, bon, pour parler d'autre chose aussi, en chirurgie, des gens qui ont dû le faire, vous faites opérer de quelque chose. Si vous voulez sortir très vite de rentrer à votre maison, vous allez dire au toubib, oh non docteur, moi ça va très bien ce matin, j'ai une EN à 1 ou 2. Ah bon, bah alors ça va, on peut vous faire sortir. C'est du vent, c'est du vent, c'est du vent. D'accord? Et puis, à la demande de Léa, j'ai rajouté l'échelle visuelle analogue de 0 à 10. Donc, on demande aux gens de regarder un peu, de chiffrer avec le petit du terme, le curseur, pardon, merci. Et puis on analyse, pardon, on fait voir pas de douleur, douleur maximale, et on analyse le chiffre par derrière. Et puis on a réfléchi quand même avec Léa, avec Camille, etc. Et puis on s'est dit que qu'est-ce que ça veut dire une douleur horizontale alors que chez l'enfant, on a ça chez l'enfant. Et que ça paraît beaucoup plus logique de dire j'ai ça de douleur que de dire j'ai ça de douleur. Ça ne veut rien dire. Donc, on avait discuté avec Léa, on n'est pas aux manettes des trucs, hein, mais donc, je voulais quand même qu'on l'introduise pour, dans l'avenir, réfléchir à ça. Ça mérite. Ça me paraît plus cohérent.
Alors, les échelles d'hétéroévaluation. Voilà, donc on a l'Algo Plus. Ça, j'ai trouvé cette échelle géniale, parce que ça va nous servir aux urgences, que vous soyez jeune ou moins jeune, etc. Vous avez 5 critères, et chez la personne âgée, ça va très vite aussi. Parce qu'en même temps, vous analysez le somatique et vous analysez aussi le retentissement psychologique, seulement sur 5 critères. D'accord? Voilà. Et il suffit à la limite que 2 critères sur 5 soient positifs pour vous dire, là, il y a une douleur. Et puis, vous pouvez le faire par des équipes différentes. Voilà. Et donc, vous cochez en bas. Je trouve ça assez génial comme échelle. Le CPA. Alors, l'échelle de comportement de la personne âgée, je dirais que c'est une échelle intelligente parce qu'elle n'a pas été faite par les toubibs. Oui, pardon. J'ai une question par rapport à l'échelle juste avant. Du coup, ça est forcément, faut forcément que ça se voit. Au niveau de la douleur, il faut que la personne elle présente des comportements où visuellement elle va être en... Je repense toujours aux enfants. Un enfant qui est habituellement turbulent, qui n'est plus turbulent comme il le faudrait, prudence. Et pareil chez la personne âgée, qui va plutôt ne plus s'exprimer si elle a l'habitude de parler facilement, etc., ou de se recroqueviller, ou voilà. Oui. Pour moi, c'est hyper important. Et vous regardez le visage. Voilà. Je fais beaucoup de comparaisons, moi, entre l'enfance et la personne âgée. On a les mêmes comportements. Et en cancéro, pareil, d'ailleurs. Voilà. Ça, j'ai appris ça de la Société française de la douleur avec des gens qui étaient pédiatres et qui étaient oncopédiatres et qui analysaient tout ça. On apprend beaucoup. La douleur chronique, on apprend beaucoup. Et on apprend tout le temps. C'est pas un truc fermé, hein, comme au cardio, comme ailleurs. Voilà. Vous avez beaucoup besoin de matériel paraclinique pour avancer. Nous, la douleur, il y a que notre parole. Regardez les gens, les examiner. Il n'y a que ça à faire. Et c'est déjà très important. Quand vous êtes quelqu'un, quand les gens me disent merci parce qu'on les a écoutés et les a examinés, je dis oui, bon, ok, j'ai fait mon boulot de toubib. Non, docteur, vous nous avez écoutés, vous nous avez examinés. Alors, le CPA, ça a été fait par tous les soignants, donc dans les EHPAD, etc. Les médecins n'y ont pas mis leurs mots, ça c'était très bien pour une fois. Et donc, vous avez l'expression du visage. Donc ça demande du temps. Un Algo Plus, ça peut être fait en 30 secondes, 1 minute. Ça demande déjà, ça ne va pas être fait à l'entrée du patient forcément. Ça va être fait quelques jours après. Et donc, on a 30, donc 4, oui, ça c'est coté sur 32. Quand vous avez une CPA après un bon traitement, etc., à 5 ou 6, soyez content. N'espérez pas 0 sur 32. Voilà. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, écoutez le patient. Si le patient vous dit, bon, moi ça me va, je dors mes nuits, certes, j'arrive pas encore à faire ça, mais je peux, parfait. Donc, quand on arrive à 5-6 en ECPA, c'est bon, pas de souci. Et puis à la grande échelle, alors on n'est pas tous d'accord hein, avec Léa, Camille sur la Dolo Plus. Ça, c'est une échelle hautement intellectuelle des médecins, d'accord, qui sont derrière leur bureau, qui n'ont pas examiné le patient, mais qui ont réfléchi à comment peut se comporter quelqu'un quand on lui fait sa toilette, d'accord. Donc ça me gonfle, je ne peux pas supporter ça. Voilà, mais je suis obligé de le citer, parce qu'on est en cours, il faut quand même que je la cite. Donc vous la lirez tranquillement. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont fanats de Dolo Plus. Ça demande un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Et puis moi, ce qui me gonflait, c'est que dans les EHPAD, j'ai été aussi accessoirement médecin co pendant 2-3 ans en EHPAD. Et quand je vois que elles sont tellement prises par leur boulot qu'elles n'ont pas le temps de remplir leurs échelles, que c'est à la fin en réunion de synthèse, ah oui, madame Intel, tac, tac, tac. Pas sérieux. Pas sérieux. Mais je leur en veux pas. Il y a trop de travail. Mais bon. Donc faisons des échelles simples, qui soient très pratiques. Alors le questionnaire d'IN4, Cocorico, parce que là c'est
Boissira qui l'a mis en place, neurologue et chercheur à Paris. Donc c'est une échelle française qui recherche, et ça j'y tiens absolument, il faut le faire systématiquement, la recherche de la douleur neuropathique chez la personne âgée. Donc douleur neuropathique 4, on a 10 critères, et il suffit qu'il y ait 4 critères positifs sur 10 pour que vous puissiez dire il existe une douleur neuropathique. Alors on est un peu plus précis parce que ça peut être fait. Alors on va nous réserver, nous les toubibs quand même, il faut de temps en temps qu'on intervienne. Les 3 derniers critères quand on examine les gens. Mais déjà, si vous avez 4 critères sur 7 là-dessus, c'est positif. Et en plus, si on n'avait que 2 ou 3, mais qu'il y en a 1 ou 2 là, positif, là, on est sur une douleur neuropathique. Vous avez le droit de m'interrompre, hein, s'il le faut. Hein. Le tilt, alors ça, je l'ai encore piqué. Hein. C'est pas gambrésien du tout, ça, ni cartésien, c'est lillois hein, ou à côté, quoi. C'est ça, Camille. À l'os. Voilà. Donc ça, si, je l'ai appris sur Cambrai, avec le tilt simple, quand les filles m'ont montré, c'était donc le type de douleur, l'intensité de la douleur, la localisation de la douleur, le temps et le traitement. Donc, à Lille, ils ont rajouté à l'os le traitement, en plus. Donc, ça fait un tilt avec 2 T. Hein, voilà. Mais sinon, voilà, il n'y a pas fondamentalement grand changement, Camille, par rapport à ce qu'on avait déjà vu ailleurs. Alors, les traitements, les traitements pharmacologiques antalgiques de la personne âgée, alors on ne va pas faire une liste à la Prévert, hein, comme disait Madame Dupont tout à l'heure. On va cibler les grands trucs et puis noter les particularités chez la personne âgée, y faire attention. Douleurs nociceptives, on l'a vu tout à l'heure, sont des douleurs immédiates, fractures, brûlures, post-chirurgie, etc. Ça, c'est le domaine, je vais dire, des anesthésistes. Alors, ce sont les antalgiques périphériques, donc non utilisés. Alors, l'aspirine, qui n'est pas utilisée comme antalgique chez la personne âgée, parce que souvent, c'est déjà utilisé pour des problèmes cardiaques ou de sténose artérielle, etc. Le paracétamol, sa puissance antalgique est compatible et comparable à celle de l'aspirine. Son action est essentiellement centrale et non périphérique. Et il faut savoir aujourd'hui qu'on doit se limiter à 3 grammes par jour. Il ne faut pas dépasser 3 grammes. Voilà, donc je vais lister un petit peu tout ça. Donc on peut, dans des polyarthrites rhumatoïdes, donc pas de l'arthrose banale, hein, donc des phénomènes inflammatoires, donc de polyarthrite rhumatoïde, de pseudo-polyarthrite rhizomélique qu'on va trouver très facilement chez les personnes âgées. Moi, j'aime bien, sous couvert, d'utiliser les corticoïdes en cure courte d'une dizaine de jours pour dire de passer les crises. D'accord ? Alors, les corticoïdes ne sont pas plus agressifs pour l'estomac que l'aspirine. Au contraire, je dirais. Au contraire. Et de toute manière, les rhumatos, s'ils veulent bien gagner leur vie, il faut bien qu'ils infiltrent les patientes quand ils les voient en consultation. Voilà. On fait éventuellement des radios après, mais d'abord on fait l'acte antalgique pour gagner sa vie. Si un INS doit être prescrit, c'est le kétoprophène qui sera choisi, le prophénide par voie IM, 1 à 3 ampoules de 100 mg, mais là aussi encore, prudence. Attention aux effets secondaires des INS, cutanés, digestifs, hémorragiques, parfois œdème de Quinck, hémorragie mortelle, bronchospasme, etc., etc. Et indication des corticoïdes, surtout donc dans les PPR, polyarthrite rhizomélique, la polyarthrite rhumatoïde, etc., etc. Et enfin, on a l'Acupan, que j'ai redécouvert, je n'utilisais pas trop en consultation douleur. Ça a l'air de bien fonctionner, même à domicile, en cas de crise aiguë. Chez la personne âgée également, sans, a priori, trop d'effets secondaires. Là encore, il faut bien maîtriser le médicament. Le palier 2 de l'OMS. Donc, là, c'est l'arrivée de la codéine, c'est l'arrivée du tramadol. Donc, la codéine, association paracétamol-codéine, sous forme d'efféralgan codéiné, etc., etc. Là aussi, prudence sur la constipation. Oui. Alors, on va y arriver juste après. C'est une excellente question. Je finis mes 3 paliers et puis j'y reviens. Oui, on va y arriver. Alors, la codéine, donc toujours pensez y mettre un laxatif, de principe, sauf si naturellement la personne âgée
a déjà une diarrhée un peu chronique pour de multiples raisons, on peut éventuellement s'autoriser à ne pas mettre de laxatif, hein, mais en général, être prudent. Il y a le sirop de codéine. On a une équivalence, alors après, de morphinique, et là, on s'aperçoit que 60 mg de codéine, ça équivaut déjà à 10 mg de morphine. Ce sont les équivalences, les tableaux d'équivalence. Je saute volontairement sur ce que j'ai mis là pour répondre à votre question après. Alors, voilà, on y arrive. Donc, le tramadol, topalgique, Zamudol 50, donc la Lixprime également. Et je vous disais que dans le tramadol, je n'aime pas les formes à libération immédiate, je préfère les formes longue durée. On a moins de problèmes, hein, au niveau de somnolence, au niveau de chute, etc. Et on va arriver au palier 3 de l'OMS, donc ce sont les opioïdes ou morphiniques. Il s'agit donc de la catégorie des opioïdes. Et là, il ne faut plus hésiter à mettre nos personnes âgées sous morphine. Pendant très longtemps, j'ai subi les foudres du professeur Blond à Lille parce qu'il ne voulait pas entendre parler d'opioïdes dans l'arthrose et dans les lombalgies chroniques post-chirurgicales que lui-même avait opérées. Puis, il y a quelques années, il est revenu en arrière, en disant, ben oui, voilà. Donc là, quand vous avez, je vais dire, je préfère, et je vais arriver à votre question, je préfère à la limite mettre un peu de durogésique 12 microgrammes chez une personne âgée qui est arthrosique que d'aller lui mettre 1 ou 2 médicaments de palier 2 où je sais que je vais avoir des effets secondaires. C'est seulement parce que je maîtrise bien la morphine. Mais on est beaucoup plus soulagé. Voilà. Donc je n'hésite pas à passer d'emblée, et on arrive à votre question, au palier 3. Donc effectivement, pendant très longtemps, on a dit on commence dans le traitement de la douleur par le palier 1. Quand on arrive au bout du palier 1, on passe au palier 2. Non. Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, on s'autorise à d'emblée pouvoir mettre un palier 3. Sans passer par le 1 ou le 2. Et d'ailleurs, aux urgences, quand vous avez des gens très douloureux, l'urgence, je dirais aujourd'hui, c'est de les rendre moins douloureux le plus vite possible. Voilà. Dans le temps, on mettait des immédiats, on attendait un petit peu, etc. Non, aujourd'hui, dans la rotation des opioïdes, dans la gestion des opioïdes, il faut aller à la non-douleur ou peu de douleur le plus vite possible. Donc effectivement, on a ce truc-là. Ah, aucun problème. Aucun problème. Vous avez un morphinique, genre du rogésique ou du Skenan ou de l'Oxycontin LP. Soit vous restez dans la même gamme de médicaments. Donc l'Oxycontin, vous allez mettre de l'oxynorme, puisqu'on est sur la même gamme, c'est un dérivé codéiné, et donc là, on va rester là-dedans. Rien ne vous empêche d'aller mettre un traitement morphinique de base et d'y mettre un palier 1. Alors, on peut même y ajouter du tramadol. C'est la seule exception où on tolère un tramadol et un palier 3. Voilà. Mais bon, le palier 1 et le palier 3 me paraissent plus corrects. Excusez-moi. Oui. Quand vous parlez d'association paracétamol, tramadol, donc c'est association palier 1, palier 2. L'Xprime, il doit y avoir paracétamol et tramadol dedans. Oui, on peut associer palier 1 et 2. Alors après, il faut, si vous mettez de l'Xprime, déjà 2 ou 3 par jour, attention, si vous rajoutez du paracétamol, à ne pas dépasser quand même les 3 grammes de paracétamol par jour. Hein, c'est une question de dosage, en fait. Hein. Voilà, donc on adapte lentement les posologies, et les morphiniques sont autorisés, voire recommandés dans certaines situations de douleur chronique non cancéreuses. Ce sont les fameuses recommandations de Limoges de 99, donc de la Société de Rhumato. Voilà, donc après, il y a tout, c'est la liste à la Prévert, hein, avec tout ce que vous pouvez trouver, les Skenan, les Actiskenan, les opioïdes, les oxycontins, etc., le fentanyl, donc du rogésique ou autre. Voilà. Alors, du rogésique, 12 microgrammes pour info, j'ai pas forcément mis la table d'équivalence, c'est déjà 30 mg de morphine à 12 microgrammes.
Du registre 25, c'est 60. Les gens ne se rendent pas compte, hein, mais on grimpe vite. Hein. Voilà. Alors, quand on sature en récepteur à la morphine, on a, ça on fait court pour les infirmières là-dessus, sur le passage à l'IV ou le passage à la sous-cute, pour désaturer les récepteurs à la morphine. Voilà. D'accord? Compliqué? Bon. Si vous voulez, par rapport à une dose orale, vous passez ce même médicament en intraveineux, vous divisez la dose par 3. D'accord? Vous passez en sous-cutané, vous divisez par 2. Sauf l'oxycodone ou IV sous-cut, même combat, c'est la même dose. C'est le seul médicament. Ça, c'est parce que quand on arrive à des posologies de 500, 600, 700, 800 mg. Moi, mon record chez un patient qui avait un cancer de prostate était de 3 grammes et il était ambulatoire, il était chez lui. Voilà, avec des cassettes pour délivrer. Voilà. Et on jonglait comme ça. Donc, dans le temps, on pouvait s'amuser avec les infirmières de 3e année à leur faire des tableaux cliniques en disant, bah voilà, madame Attel ne supporte plus telle dose, etc. On peut passer. Voilà, on ne peut plus trop le faire. C'est l'évolution des formations. Alors, l'hydromorphone, c'est la sofidone, donc c'est un morphinique qui n'est pas lipophile, il est hydrophile, c'est-à-dire que les doses sont nettement moindres. C'est-à-dire que pour... alors, c'est 7 fois et demi moins, 1 mg de sofidone, c'est 7,5 mg de skénon, par exemple. Voilà, donc on a les équivalences comme ça. Oxycodone, donc ça on en a parlé. Voilà, alors là, je m'adresse un peu plus, là je reprends un peu ma casquette d'ancien membre de soins palliatifs, où j'aime bien mon échelle de Rudkin pour les fins de vie, pour la loi Leonetti-Claes de 2016, pour l'accompagnement en fin de vie, la sédation totale, après on reprend la sédation, on ne la reprend pas. Voilà, donc moi je me basais très souvent sur l'échelle de Rudkin. Voilà. Alors il y a l'échelle aux urgences, j'oublie le terme, je ne sais plus, l'échelle des urgentistes, c'est en 15 éléments, mais là c'est 5 éléments, le Rudkin, et ça nous permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Très facile, très pratique d'utilisation. Où on a le patient qui est éveillé, le 1, vous notez somnolent par intermittence spontanément éveillable, il suffit de pincer le lobe de l'oreille ou autre chose. Somnolent la plupart du temps, mais facilement éveillable encore. Et 3, très somnolent, éveillable par stimulation tactile. Et puis on arrive au 4 où il n'y a plus de stimulation. Et là, vous pouvez jouer là-dessus si vous voulez faire quitter la sédation à votre patient. C'est la loi Claes, en fait, de 2016. Alors après, ben, évidemment, vous avez tous les effets secondaires de troubles cognitifs, etc., etc. Donc ça, comme vous avez le document, on ne va pas s'attarder là-dessus, dépression respiratoire, bradycardie, rétention aiguë d'urine. Alors, quand on met de la morphine, tout de suite, quand on pose la question aux infirmières, on est sur dépression respiratoire. C'est un des derniers signes. Le premier, c'est la midriase. Le deuxième, c'est la rétention vésicale dans les effets secondaires. Toujours penser à ça en priorité. Le prurite, ça vient après. Voilà. Puis après, vous avez les infiltrations et les topiques locaux. Infiltration de tout type d'articulation. Les blocs intercostaux, la bupivacaïne, à la xylo. Donc ça, c'est le domaine aujourd'hui des anesthésies. Donc, Madame Lodato, elle sait avec Monsieur Lors sur le CATO, on est branché sur les anesthésies locaux-régionales et tout ça. Hein, donc ça aide bien dans les douleurs chroniques. Infiltration de tout lieu douloureux. Aujourd'hui, on est capable d'infiltrer les canaux carpiens, les névralgies d'Arnold, la névralgie pudendale, qui est une cochonnerie, surtout chez la personne âgée, donc douleur pelvienne, douleur sacrée, qui va venir irradier sur le périnée, sur le vagin, sur l'utérus, et chez l'homme, sur les testicules, le pénis. Donc on sait qu'on a une petite racine sacrée qui est chatouillée par de l'arthrose ou pas au niveau du bassin. C'est très compliqué à soigner. Très, très compliqué. Ça peut entraîner le suicide. Je veux dire, c'est très, très, très embêtant. Au même titre que les névralgies faciales chez la personne âgée ou les algies vasculaires de la face, où c'est vraiment suicidaire. Après, vous avez les topiques locaux, l'idocaïne, donc le Versatis. Je rappelle simplement que le Versatis n'a qu'une seule grande indication, c'est la douleur après un zona.
Alors quand je la vois prescrite aujourd'hui dans des lombalgies banales ou une douleur d'épaule, alors je sais que c'est anesthésique, que ça marche, sauf que ça coûte 90 € la boîte et que ben, ce jour on aura un déremboursement parce qu'il y aura trop de prescriptions hors indication normale. Puis après vous avez les ANINS type Voltaren, en rappelant que les patchs vont entraîner aussi des réactions générales hein, au niveau gastrique et tout. Donc les douleurs neuropathiques, voilà, comme je disais le mois dernier, c'est ma fille qui a fait ça parce que moi, vu mon âge, je ne suis pas capable de mettre ça en place. J'ai dit, Marie, viens m'aider un petit peu. Donc voilà, donc toutes les douleurs neuropathiques, c'est pour ça qu'il faut les rechercher chez la personne âgée. Post-zostérienne, post-traumatique, sida, diabète, alcool, cancer, héréditaire, radiculopathie, post-opératoire, post-radique, syndrome douloureux rénal complexe, tous les toxiques, etc., etc. Donc, douleur neuropathique, par principe, c'est une douleur qui se fait avec lésion nerveuse, dans tous les cas, et que c'est une douleur retardée. C'est 15 jours, c'est 3 semaines, c'est 1 mois après. Le zona, c'est le cas typique. Vous allez avoir les vésicules qui sortent, donc forcément, on va mettre du Zovirax, on va traiter localement. Ça, c'est une douleur aiguë. Une fois que les véhicules sont passés, vous allez avoir des gens qui vont garder des douleurs chroniques avec ce qu'on appelle l'allodynie, un effleurage de la peau qui est très douloureux, les gens ne peuvent plus s'habiller. Voilà. Et là, c'est une douleur neuropathique. Et dans l'accident vasculaire cérébral chez la personne âgée, c'est la même chose. Ça peut être un hémicorps qui soit douloureux. C'est pour ça que je repense aux aides-soignantes, parce que quand elles font la toilette, pour le peu qu'elles frottent, alors, on peut avoir la réaction de dire, oui, bon, bah, arrêtez un petit peu, on connaît. Oui, non, sauf que la douleur est là. Et qu'on a de grandes difficultés à la traiter, sincèrement. Donc après l'aroxylanafranil, il y a plein de produits, Effexor, on essaye de faire ce qu'on peut. La neurostimulation transcutanée, donc ça, on essaye de la développer au maximum dans les EHPAD, on forme les infirmières, mais bon, voilà, il faut un suivi, quoi, je veux dire, et puis nous, on ne peut pas avoir tout le monde non plus en consultation. Le Qutenza, donc c'est le patch de capsaïcine qu'on va utiliser dans les douleurs neuropathiques telles que les douleurs après chimio, donc au niveau des mains, au niveau des pieds. Voilà, donc on applique un patch qui est censé sidérer les récepteurs de la douleur au niveau de la peau et qui nous rend bien service parce que ça peut durer plusieurs années. Le Versatis, donc ça on l'a vu dans la douleur post-zona, et l'Emla qui est une pommade intopique de lidocaïne. Alors ensuite, on a le Tegretol. La grande indication, c'est la névralgie trigéminale, donc du trijumeau. Donc je rappelle qu'après 50 ans, quand une personne a une névralgie faciale qui apparaît, première indication, IRM cérébrale, recherche d'une tumeur. Voilà. Sinon, le Tegretol est indiqué dans cette névralgie trigéminale. La dépakine, le Rivotril, qu'il m'arrive encore de prescrire un peu dans des douleurs post-zostériennes. Quelquefois, 2-3 gouttes le soir suffisent à soulager la douleur. Le Neurontin, la gabapentine, qu'on va de plus en plus réutiliser aujourd'hui. Il y a eu un reportage ou un article sur les douleurs, les syndromes des jambes sans repos chez la personne âgée, qui n'est pas rare. Donc on a bien sûr le Cifrol, la Dartrel, etc., mais qui peuvent donner beaucoup d'effets secondaires avec des chutes, des hypotensions, et on revient beaucoup à la gabapentine. Donc nous, on est très gabapentine dans les syndromes des jambes sans repos. Donc on peut aller de 100 mg jusqu'à 3006, hein, il faut le savoir. Et là, on dose très progressivement le médicament. La prégabaline, le Lyrica, qui est indication princeps, la polyneuropathie du diabétique. Petit inconvénient hyper pratique, c'est que c'est sur ordonnance sécurisée depuis 2 ans. Et puis, les gens qui s'intéressent à l'actualité, c'est quand même un super produit pour les drogues à Marseille, où vous revendez ça 3-4 €. Hein. C'est génial, je trouve. C'est génial. Voilà, donc douleurs neuropathiques, etc., etc. Alors, intérêt également dans les douleurs centrales, AVC, douleurs des maladies dégénératives, Charcot, myélopathie
cervicarthrosique. Et puis, alors là, après, moi en mémoire, Rachid, j'avais lu un article où, effectivement, la mémantine Lebixa pouvait peut-être avoir... voilà, mais je le mets vraiment au conditionnel, quoi. J'avais vu un article ou deux là-dessus. Alors, les adjuvants de l'analgésie, ce qu'on appelle classiquement les co-analgésiques, on a tous les antispasmodiques. Les relaxants musculaires, donc ça, il faut que j'ai oublié d'enlever le myolastan qui n'existe plus. Le lioresal est utilisé dans les scléroses en plaques, dans les spasticités musculo-tendineuses, etc. Petit rappel, c'est que le lioresal, en général, on ne dépasse pas 30 mg par jour. Et pour ceux qui s'intéressent un petit peu en addictologie pour l'alcool, il faudrait arriver à 90 mg pour avoir du résultat. Donc, on s'est aperçu que ça marchait très très bien dans la maladie alcoolique, qui est aujourd'hui une maladie reconnue en tant que telle. Les anxiolytiques, les corticoïdes, le biphosphonate, donc ça c'est pour les ostéoporoses majeures, pour essayer de freiner un peu avec la clasta qui se fait sous forme de perf. Les hypnotiques, les antimigraineux, ça reste une maladie douleur chronique, moins peut-être chez la personne âgée, mais il y a des gens qui resteront toujours migraineux toute leur vie, même à 80 ans. Les autres techniques, donc c'est l'acupuncture, l'ostéopathie, la mésothérapie, les massages et les techniques cognitivo-comportementales. Alors, ça, je suis très sincère avec vous. C'est une de mes amies qui est infirmière libérale sur Cambrai, Madame Tonnelier. Donc, je lui ai piqué carrément son diaporama. J'avoue. Voilà. Alors, intérêt technique non médicamenteuse, souvent apprécié des patients, simple à mettre en œuvre, peu de contre-indications, favorise la prise en charge physique et relationnelle, peuvent être une alternative ou un complément efficace à la médication. Prévention de la douleur, bon ça, je passe parce que vous êtes forcément largement plus compétente et compétent que moi, mais je le cite néanmoins. Alors le confort, donc les installations correctes, l'utilisation des techniques d'ergonomie, les objectifs confort, stabilité, sécurité, choix du fauteuil, réglage des paramètres, voilà, donc ça c'est votre job. L'installation des cubitus dorsal, latéral, les transferts, les lèvres malades, les verticalisateurs, les soins infirmiers, donc complémentarité des compétences de tous les soignants, tout ça, ça se discute en équipe, et l'élaboration de projets dans ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, et Odile reviendra tout à l'heure sur cette notion de pluridisciplinarité et d'interdisciplinarité, parce qu'on peut être une équipe de 20 personnes de métiers différents, si on ne se parle pas, ça ne sert à rien. Entretien de la mobilité, préserver l'autonomie, prévenir les déformations articulaires, rééducation fonctionnelle, objectif technique, les aides physiques et aides techniques, orthèse, coussin, tout ça vous savez, hein, voilà, le rôle du toucher dans le soin, ça c'est capital. Rôle du massage par les soignants également. Les indications patient agité, patient en fin de vie, réanimation, patient dans le coma. La thermothérapie, application locale de chaleur, technique ancestrale. Les différentes sources thermiques, donc compresse de gel, application de boue chaude, application de paraffine, les indications contracture musculaire, la cryothérapie, donc le froid. Et là, je suis quand même beaucoup plus prudent là-dessus. Autant on peut l'utiliser en médecine du sport, autant chez la personne âgée en niveau mollo, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes vasculaires et le froid, faire attention quand même. Alors, la neurostimulation transcutanée, donc ça, nous, c'est du pain quotidien. Hein, donc, alors, je vous fais... J'ai le temps, Camille a le petit sou. Est-ce que j'ai encore le temps ou pas? Oui. Bon. Alors. Je vous explique en 2 mots. Alors, vous avez...
Alors ça, c'est la moelle épinière, ça. C'est un toubib qui dessine, hein, donc ne vous moquez pas de moi. Alors, tout ce qui est devant, c'est la partie motrice. Alors. Donc, on a dans un nerf rachidien qui vient de la périphérie, qui arrive au niveau de la moelle épinière. Dans le nerf, on a une grosse fibre qui va venir faire compétition avec une toute petite fibre qui est en micro, qui est donc les fibres A delta et C, qui transportent la douleur. Et là, ce sont les fibres A alpha et bêta. Là, c'est la non-douleur. Quand vous avez une douleur, on a ce qu'on appelle une décussation, c'est-à-dire que votre douleur va passer devant le trou spinal et remonter au niveau du thalamus pour être interprétée ensuite au niveau cortical. Voilà comment se transporte la douleur. Ça, c'est en millisecondes, mais c'est impressionnant, la vitesse. Et donc là, c'est la non-douleur. Donc le but de la neurostimulation transcutanée, donc on va poser nos électrodes, une ici et une au niveau du membre, etc. Ça va être d'envoyer des impulsions électriques de faible intensité pour que vous n'ayez que les fibres A, alpha et bêta à stimuler, pour qu'elles viennent faire obstacle au passage de la douleur à cet endroit. Donc, j'ai vu une dame il y a 2 jours qui m'a dit « Ouais, je sentais rien, donc j'ai augmenté l'intensité. » Je vais expliquer. Si elle augmente l'intensité, on va recruter là, mais on va à nouveau recruter la fibre douloureuse. C'est pour ça que nous nous battons beaucoup avec les kinés, parce que nous ne sommes pas dans de la kiné de rééducation musculaire. On est dans un thème de soulagement de la douleur. On n'est pas sur cette partie motrice, on est sur la partie sensitive. Voilà. Donc, que les gens ressentent comme une petite vague, une petite sensation de fourmillement, etc., très bien, on est bon. Dès le moment où ça bat, dès le moment où ça fait mal quand on arrête, c'est qu'on recrute la fibre douloureuse. Tout l'intérêt est là-dedans. Donc ce sont des séances qui vont durer en moyenne, il faut 1 heure, 1 heure et demie. Après, vous le faites 2 ou 3 fois s'il le faut. On a 12 programmes, on a des programmes U. Et là, on va retrouver les techniques urinaires de stimulation vésicale, ça c'est autre chose. Mais les appareils TENS, c'est remarquable et on joue là-dessus. Et en fait, on demande aux gens de ne pas toujours utiliser la même programmation parce que c'est la mémoire de la douleur. Ça, il y a 20 ans, on ne connaissait pas. Maintenant, on sait. Donc, le cortex s'habitue à la stimulation. Il faut savoir en changer. Sinon, vous perdez de l'efficacité. Là encore, hein, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Alors, oui, allez-y. Ça doit être prescrit par un médecin. Alors, un algologue, médecin de la douleur. Ou s'il n'est pas capacitaire, si quelqu'un a fait une formation douleur qui est un DU, ça peut être prescrit par un médecin en ville, comme ça qu'il soit reconnu douleur. Et par exemple, un psychomotricien en EHPAD Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, c'est une prescription médicale. Comment? Les rééducateurs peuvent le faire maintenant. Donc, algologue, rééducateur et neurologue. Oui. C'est pas une question, c'est une remarque par rapport Oui. aux médicaments Oui. interrompus. Par rapport au patch, Oui. point de vigilance, il semble que tous les infirmiers
ne soient pas forcément au courant que le patch continue à diffuser même s'il a changé, et qu'il y a des fois des superpositions, enfin, des personnes qui peuvent être avec plusieurs patchs, ou alors ils ne savent pas que ça a été mis à un endroit et puis il n'y a pas la transmission. Tout à fait. Qui ne fait pas la toilette, et il peut y avoir des situations. Ce que j'appelle moi la patiente accordéon. Donc elle a son patch pour le cœur, elle a son patch pour la douleur, elle a son patch pour plus jeune pour empêcher de fumer, et puis si vous ne faites pas gaffe, elle se remplit de patch. Et effectivement, effet secondaire, parce qu'on a une accumulation de tout ça. Bien vérifié quand on... Tout à fait. Ce sont les aides-soignants qui vont le voir encore en faisant la toilette. Eh ouais, c'est ça, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Mais exactement, on est bien d'accord, tout à fait. Oui, oui, oui. Par rapport au TENS, est-ce que vous proposez de l'éducation thérapeutique auprès des patients? Oui, alors, j'en parlais avec Madame Dupont tout à l'heure, parce qu'au niveau des consultations de la douleur, pendant des années, ce sont les infirmières, donc avec l'éducation, nous on reçoit sur rendez-vous, ce sont les infirmières qui en savent bien plus que moi maintenant sur les différents programmes, qui reçoivent les gens et qui en font l'éducation. Et ça va même plus loin parce qu'aujourd'hui, au niveau des critères d'HDJ de 2010 ou je ne sais plus quoi, enfin bref, aujourd'hui, la mise en place de la neurostimulation, au moins la première pause, peut être accompagnée par psycho, diète, professeur d'APA, etc. C'est une vraie éducation thérapeutique, tout à fait. Et ça rend bien service parce que nous, on s'en sert aussi pour voir la consommation de médicaments. Voilà. Oui, oui, tout à fait. C'est très intéressant, très, très intéressant, y compris dans tout ce qui est ulcère, etc., pour tout ce qui peut, les canaux carpiens qui ont été opérés et où il reste des séquelles, vous mettez une électrode au niveau de la pomme, une plus haut, et le tour est joué, hein, les douleurs s'estompent. Pas complètement, mais ça s'estompe. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des recherches particulières, des résultats de recherche par rapport justement au fait que certaines approches thérapeutiques non médicamenteuses peuvent également, comme ce système-là, court-circuiter en fait? Ah oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses écrites vraiment? Parce que j'avais lu un peu des recherches par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver des traces de ça? Alors, on a déjà, au niveau kiné, ça ce sont les Belges qui nous ont appris ça, dans les douleurs d'amputation, avec l'effet miroir. Donc, vous êtes amputé de la jambe gauche, vous faites, vous concevez un petit appareil, enfin, qui est banal, hein, qui peut être une boîte en carton, un miroir, vous la mettez du côté de la jambe saine, vous faites activer la jambe et vous allez avoir une contre-stimulation, la douleur va s'estomper de l'autre côté. Et là, on rejoint l'acupuncture avec les contre-stimulations. Oui, oui, tout à fait. Et puis après, vous aurez toutes les techniques cognitivo-comportementales, et oui, qui vont bien vous aider. Et oui, tout à fait. Finalement, le même effet, mais par un autre biais que... Oui, alors, voilà. Voilà. Alors là, aujourd'hui, j'ai parlé du TENS, mais nous, on développe, là, j'ai un collègue qui est sur la stimulation médulaire, donc qui est dans les douleurs de sciatique post-chirurgicale ou d'artérite, etc. C'est-à-dire que lui s'amuse en tant qu'anesthésiste, entre guillemets, s'amuser, hein. Il monte des électrodes jusqu'au milieu entre les omoplates, ou même un peu plus haut, parce qu'il va les plaquer des électrodes sur quelques étages qui vont couper la douleur complètement. Aujourd'hui, quand on est bien indiqué, 80% de résultats. Y compris au niveau cervical, j'ai 2 patientes qu'on a fait opérer ici à Cambrai, qui sont plus jeunes, sur des névralgies cervico-brachiales. On les a implantées, plus de douleur. Et on a la dernière chose qui est là, carrément au niveau du cortex, avec implantation neurochirurgicale. Sécrétion d'endorphine, donc vous coupez le niveau de douleur au niveau du thalamus et en dessous. Alors en EHPAD, c'est vraiment exceptionnel. Oui, j'élargis parce oui, on est d'accord. Bien sûr. On a le MDR, on a toutes ces techniques-là dans les syndromes post-traumatiques, etc. On a des résultats remarquables.
Ah, ça, on peut en parler toute la journée. Hein. Alors là, faut pas me brancher là-dessus parce que... Alors, les thérapies cognitives et comportementales. Bon, la sophro, je passe très vite parce que je crois que là, je suis un petit peu en retard. La relaxation, l'hypnose, à condition que les gens acceptent qu'on aille gratouiller un peu dans leur cerveau sur leur passé, hein, parce que là, on ne contrôle plus du tout et c'est embêtant. Beaucoup de gens qui n'aiment pas. L'art-thérapie, phyto, madame, donc moi j'ai vu aussi avec Mme Lodato, hein, en CLUD au Cato, on a l'habitude de tout ça, même si nos réunions sont un peu plus rares maintenant. Ah, bon, voilà. L'effet placebo, ça je ne veux pas entendre parler. Les Américains et les Anglais, ils sont pour l'effet placebo, moi je suis latin, je ne veux pas entendre parler de ça. Je préfère qu'on se trompe, qu'on me prenne pour un rigolo et qu'on m'invente une douleur parce qu'il y a d'autres avantages sociaux derrière, mais je traiterai toujours une douleur quelle qu'elle soit. Je refuse d'avoir l'effet placebo. Je suis un vieux toubib, hein, donc voilà. Je pense que j'ai fini. Ben voilà, c'est bon. Parfait.